archéologues étudient les civilisations à partir de leur culture matérielle, des équipements dont elles se dotent, des artefacts qu'elles créent, produisent et utilisent. Du vestige au monument, même réduit à l'état de traces, c'est l'observation et l'exploitation des témoignages qui s'y rapportent, écrits, images, voire témoignages oraux pour les périodes très récentes, qui alimentent et renouvellent les recherches archéologiques. Édouard Herriot, maire visionnaire en termes d'archéologie, met en route le dégagement au flanc de la colline de Fourvière des vestiges de ce que beaucoup croient être l'amphithéâtre. Ses premières recherches s'accompagnent de la création d'un atelier de fouilles archéologiques au sein de la ville de Lyon, en 1935. Il est alors le premier service archéologique de collectivité territoriale en France. La dynamique ainsi lancée conduit progressivement la municipalité à étendre sa politique archéologique au-delà du seul dégagement de ses monuments. Dans les années 60, les grands travaux d'aménagement urbain et l'explosion immobilière amènent à une prise de conscience des risques patrimoniaux. Des zones archéologiques sensibles sont alors annexées dans le plan d'occupation des sols. En concertation avec les services de l'État, la ville de Lyon met en place une politique de sauvegarde du patrimoine, les missions du service sont redéfinies et son équipe se professionnalise. L'atelier des fouilles prend alors l'appellation de service archéologique. Moi, je suis archéologue et chargé de développement culturel. C'est-à-dire que je travaille au service archéologique de la ville de Lyon, où initialement je réalisais des chantiers sur Lyon, des chantiers d'archéologie préventive, parce qu'on fait ici de l'archéologie préventive. Et depuis 6 ans, je ne fais plus que du développement culturel, c'est-à-dire que je valorise les métiers, les méthodes, les techniques, le fonctionnement de l'archéologie préventive sur Lyon auprès de tous les publics, donc de 4 ans et demi à 99 ans. Moi, je suis archéologue depuis une vingtaine d'années, un peu plus aujourd'hui, on va dire depuis 23 ans, depuis 1995. Et je suis à la ville de Lyon depuis 2006. Et donc, j'ai fait du terrain jusqu'en 2011-2012. D'accord. Et depuis 2011-2012, je ne fais plus que du développement culturel. Actuellement, en ce qui concerne mes activités, c'est de mettre en place les Journées nationales de l'archéologie qui ont lieu le 15, 16 et 17 juin prochain. C'est de finaliser d'ici fin avril tous les projets scolaires que l'on a mis en place dans l'année scolaire et notamment cette semaine, tout à l'heure vous m'avez surpris en train de ranger des outils qu'on a fabriqués dans le cadre d'une semaine, une classe de ville, et on a monté une semaine culturelle et citoyenne avec les autres institutions lyonnaises pour une classe du 8e arrondissement de CM1. Nous, au sein du service archéologique, donc effectivement, on a plusieurs missions, donc notamment la gestion des documents d'urbanisme. Donc ça, c'est la première phase, et c'est-à-dire que lorsqu'un permis de construire est déposé dans une zone archéologiquement sensible, c'est-à-dire la zone de présomption de prescription archéologique, donc avec un potentiel archéologique pour les archéologues, et souvent un risque archéologique pour les habitants. Avec les services de l'État, un agent du service va étudier le permis de construire et un diagnostic va être prescrit. Donc un diagnostic, ça va être, on va faire une évaluation du potentiel archéologique et scientifique. Donc on va sonder 7 à 10% de la superficie de la parcelle sur la totalité de la profondeur du projet, sur un temps très court. Au vu des résultats scientifiques qui vont être élaborés, en phase d'étude, en laboratoire, dans nos locaux, et à l'issue du rapport de diagnostic que l'on aura rédigé, l'État va prescrire ou pas une fouille derrière. Quand c'est une fouille préventive, on ne le sait pas.
On fait ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire que donc, les services de l'État ordonnent, prescrivent la réalisation d'un diagnostic. Donc on fait des tranchées, on explore le sous-sol et on va chercher à avoir un diagnostic technique en fait sur est-ce qu'il y a des vestiges, de quelle époque ils datent, est-ce qu'ils sont bien conservés, mal conservés, quel est l'intérêt de les fouiller ou pas, est-ce qu'ils sont très 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 importants, auquel cas il vaut mieux les préserver que les fouiller, donc peut-être racheter le terrain, le classer monument historique, hein, ça arrive parfois. Donc ça c'est vraiment des considérations sur l'archéologie préventive, donc on sépare au départ sur quoi on va tomber. Après pour ce qui est le versant archéologique programmé, en fait, soit on connaît déjà des sites, on sait que dans la grotte de Machin, depuis 1950, on a trouvé des vestiges, donc on sait potentiellement l'intérêt du site, ou alors, dans d'autres cas, on fait vraiment une exploration, c'est-à-dire qu'on va faire des prospections, des sondages un peu à l'aveugle, on va aller, je sais pas, dans le massif de la Chartreuse, et puis faire des sondages systématiques au pied des abris, même si on n'a jamais rien trouvé, pour voir s'il n'y a pas des couches archéologiques qui correspondent à des occupations. On fait vraiment un travail d'exploration. Une zone qui a été définie par les services de l'État déconcentrés, le service régional de l'archéologie qui est à la direction régionale des affaires culturelles. C'est une zone qui concerne 80% du 9e arrondissement, 90% du 5e, tout le premier arrondissement, le 2e arrondissement jusqu'à la place Carnot, et une petite partie du 3e et du 7e. Cette zone, elle a été définie par rapport aux connaissances de l'occupation de Lyon que l'on connaît. Par exemple, on sait aujourd'hui que les sites les plus anciens sont au niveau du cinéma Pathébès, juste au-dessus, rue Isaac, où on a des sites épipaléolithiques, avec une occupation ensuite néolithique et bronze ancien au niveau du quartier de Gorge de Loup. Et on a une forte occupation de l'âge du fer au niveau de Valmy et de Gorge de Loup également. Et ensuite, à partir de l'Antiquité ou du premier avant, on va avoir des occupations sur Fourvière, sur le bas des Pentes, et à partir du 1er siècle de notre ère, sur la Presqu'île. Et on a quelques sites au niveau du 3e, 7e, puisque la route de Vienne, la bien nommée, fait partie de la zone archéologiquement sensible. Donc dès qu'il y a un permis de construire là-bas, dans cette zone-là en tout cas, sur tout ce territoire, on va aller voir s'il y a ou pas des vestiges. Tous les vestiges vont être systématiquement, tous les sites sont documentés. Donc on va photographier, dessiner, enregistrer sur des fiches d'unités stratigraphiques. Et tout ça va être rentré dans des bases de données et topographié. Le boulot d'archéologue préventiste, c'est vraiment on sort des vestiges du sol, on doit stopper le processus de dégradation. On doit les stabiliser. Ils vont être conservés ici. Alors, les objets en métal vont être dans une pièce avec une hydrométrie particulière, pas de lumière, tout ça. La céramique, c'est beaucoup plus simple à conserver. Les os également. Si demain, le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, Lugdunum, comme il s'appelle depuis 3 mois, veut faire une exposition sur les plafonds peints du 1er siècle ou du 2e siècle de notre ère, là, ils viendront nous voir, ils vont travailler avec notre topographologue qui est la spécialiste des peintures murales antiques. Et je prends cet exemple parce qu'on a trouvé, il y a 4 ans, un plafond peint et fondé. Ce qui était le premier exemple, ou le seul à ma connaissance, sur Lyon. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt au musée de faire les restaurations des objets et après de les accueillir dans leur collection. Pour nous, tout est matériel d'étude. Même des crottes de nez, ce sera matériel d'étude. Bon. Donc, crottes de nez, on ne les retrouve pas. Par contre, des crottes tout court, oui, ce qu'on appelle des coprolites, entre guillemets, des déjections animales et humaines. Parfois, elles sont conservées, elles sont fossilisées, et ça apporte énormément d'informations. Donc, mis à part cette petite plaisanterie,
les os, qui sont souvent la seule partie qui est conservée des animaux, les os, ils sont intéressants pour des questions zoologiques pures, connaître les espèces anciennes, leurs formes, etc. Et puis, surtout, pour nous archéologues, pour les questions de relation entre l'homme et l'animal. Est-ce qu'il les chasse, est-ce qu'il les élève, est-ce qu'il les mange, est-ce qu'il tire le lait des brebis, etc. Donc le comportement économique, social et tout ça. Donc on les conserve, on les prélève, on les conserve tous, et ils sont confiés à des personnes qui sont capables de les déterminer, des zoologues de formation qui sont capables de les identifier, le sexe, l'âge, etc. Et puis une fois que ces déterminations sont faites, on les conserve, comme on conserve les tessons de céramique. Alors la loi a changé il y a 3 mois, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Mais jusqu'à il y a 3 ou 6 mois, si l'aménageur voulait récupérer la moitié des objets découverts lors d'un chantier, un partage était fait par un huissier et un tirage au sort était effectué. Après, l'aménageur, bien souvent, il n'a pas forcément d'intérêt d'avoir des caisses entières avec des tessons de céramique ou des ossements, mais bon, voilà, pourquoi pas. S'il récupère une partie de sa collection, de toute façon, des conventions sont signées pour qu'on puisse aller les étudier. Oui. C'est quand même assez cadré pour pas qu'il y ait de dispersion des collections archéologiques. Moi, je m'intéresse par exemple, à des occupations humaines dans les Alpes, en contexte de montagne. Donc, je vais réunir des collègues que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé. Par exemple, je vais leur proposer d'aller travailler sur tel site, parce que j'ai envie d'ouvrir des fouilles. Et donc, on aura besoin de spécialistes pour étudier le charbon de bois, par exemple, pour étudier les objets en silex qui vont sortir, etc., etc. Donc, je propose une équipe, une constitution d'équipe, et les gens s'engagent à venir à travailler, pas forcément sur le terrain, mais en tout cas à travailler en laboratoire sur le résultat des fouilles. Mais on peut considérer aussi que l'équipe n'est pas suffisante ou que telle personne n'est pas assez compétente. Par exemple, je peux dire, pour étudier les tessons de céramique, je vais faire appel à un étudiant en master et les services de l'État pourraient me dire oui, c'est intéressant, mais il faudrait qu'il soit entouré par un spécialiste reconnu, donc adressez-vous à telle ou telle personne pour vous aider dans la constitution de cette équipe. C'est souvent un dialogue en fait. Donc, sauf si vraiment les gens travaillent très mal, on ne refuse pas, mais ça peut arriver, des personnes qui sont un petit peu interdites de travail aussi. Parce que par expérience, on sait qu'elles travaillent mal ou qu'elles ne rendent pas leur travail aussi. Des personnes qui s'engagent à faire un travail et qui ne le terminent jamais aussi. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est l'aspect de constitution des équipes. Ça va dépendre. Ça va dépendre du temps qu'on a, des conditions météo, des problèmes que l'on va rencontrer sur le chantier, parce qu'on est dans le BTP, hein. Donc on travaille été comme hiver, sous la pluie, sous la neige. Quand on travaille à Vèze, on peut tomber sur des sols qui sont pollués, donc il y a des zones où on ne pourra pas accéder. Il y a des fois on va fouiller avec des combinaisons blanches, des masques à gaz, des gants, vraiment pour se protéger. Ce qui est intéressant dans le métier d'archéologue préventiste, mais je parle pour moi, contrairement aux quelques expériences que j'ai eues dans le programmé, c'est qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on soit pragmatique et qu'on s'adapte aux problématiques que l'on va rencontrer. Je prends l'exemple de mon premier chantier sur Lyon qui était pour le cinéma Pathé-Vèze, le parking. On avait 3800 mètres carrés à fouiller sur à peu près 3,50 mètres, 2,50 mètres, 3,50 mètres de profondeur. Et on devait trouver, initialement prévu, révélé au diagnostic, une villa antique. C'était l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'était d'analyser et de comprendre le paléo-environnement, donc l'archéologie du paysage, si vous voulez. Et l'objectif numéro 3, c'était de déterminer s'il y avait une occupation néolithique. Donc il fallait que dans l'équipe, on avait 3 mois à 7 personnes initialement pour fouiller tout ça, sans compter les moyens mécaniques et les terrassiers. Ils étaient au nombre de 2, les terrassiers, et une pelle mécanique. Après 1 mois de décapage sur l'intégralité de la parcelle, on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas grand-chose. Et parce qu'en fait, le diagnostic avait mis en évidence une villa gallo-romaine, mais une fois qu'on avait tout décapé, la villa gallo-romaine finalement partait sous
la route est sous le chemin de fer, et qu'en fait, on avait, après avoir enlevé les niveaux 19e de l'industrie, les niveaux agricoles et les fermes du 18e, 16e siècle, on avait effectivement des occupations romaines avec des drains, une fosse avec une déconstruction de villa. Mais le clou du spectacle, c'est qu'on avait, enfin, du spectacle, en tout cas c'était la panique, puisqu'on avait on avait 4 tombes, ou 5 tombes gauloises, mêlant hommes et animaux, sur ce territoire-là, enfin sur cette zone-là. Donc il a fallu qu'on revoie nos objectifs avec l'État, qui surveille et contrôle tout ce qu'on fait. Et puis on a fallu qu'on réorganise l'équipe. D'un coup, on avait des anthropologues et des archéozoologues qui ont été embauchés. C'est quand je vous dis que c'était des tombes gauloises du IIe siècle, il nous a fallu un peu de temps, de fouilles pour déterminer. Il a fallu qu'on enlève sur une des tombes tous les os pour voir qu'il y avait des céramiques au fond. Et c'est la céramique est le premier marqueur temporel sur un terrain. Donc voilà. Et pour le coup, il nous restait plus de 2 mois pour fouiller tout ça. Donc on a fait des choix. On a fait un énorme carroyage de 5 mètres par 5 mètres sur la zone de nécropole, et on a fouillé au millimètre 1 carré sur 2. On a fait un damier en fait. Et sur les carrés où il n'y avait rien, on est allé vite, et quand des fois ça le nécessitait, on pouvait fouiller 2 carrés simultanés. On a fait ce même type de processus et de procédé sur la fouille de Gorge de Loup, qui était dirigée par Éric Thiraud, en 2007, où j'étais responsable de secteur. Donc lui, c'était le responsable néolithicien, et moi, j'étais responsable de secteur antiquisant. Et comme on avait une parcelle qui avait des niveaux agricoles romains sur le dessus et en dessous des niveaux de l'âge du bronze et du néolithique final, si je ne me trompe pas, et ben, on n'avait pas le temps de tout fouiller. Donc, on fait des choix qui sont validés par l'État. Non, ou très rarement. Parce qu'en fait, l'aménageur, il a signé un budget. Il a signé un devis. Enfin, nous, on a signé un devis. Donc, c'est pas plus long. Il faut qu'on se débrouille pour faire en temps et en heure. Il n'y a pas de rallonge, comme on imagine, sauf si l'aménageur est philanthrope et qu'il dit je mets 200 000 € pour que vous restiez plus longtemps. Je n'ai jamais dit ça. Le dernier chantier exceptionnel qu'il y a eu sur Lyon, le mot est important, c'était les barques de Saint-Georges, où l'INRAP en 2004 avait, lors du parking de Saint-Georges, avait mis au jour 16 barques, si je me souviens bien, de l'Antiquité à l'époque moderne. Quand je dis des barques, c'est plutôt des barges, hein, c'est pas des barques pour faire le malin à la tête d'or. Mais à partir du moment où une fouille est déclarée exceptionnelle, effectivement là il va y avoir un rallongement du temps, mais à ce moment-là c'est plus à l'aménageur de payer, c'est à l'État de payer la rallonge.